Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième cours sur la théorie des valeurs extrêmes. On va faire d'abord un bref résumé de ce que nous avions vu la dernière fois. On était parti sur le premier chapitre sur les statistiques d'ordre et avant de définir ça, on s'était intéressé d'abord au maximum et au minimum de variables aléatoires x1 jusqu'à xn qui sont IID, indépendants et identiquement distribués. Pour le maximum et le minimum, on a vu le lemme 1.1 qui nous donnait la fonction de répartition de façon très simple, la fonction de répartition du maximum, à l'aide de la fonction de répartition d'une de ces variables. Donc la fonction de répartition du maximum, c'est simplement la fonction de répartition d'une variable élevée à la puissance n. Et pour le minimum, on a aussi une expression explicite qui est un tout petit peu plus compliquée, mais qui est quand même relativement simple. Bien, grâce aux fonctions de répartition, on peut ensuite obtenir la densité du maximum et du minimum en dérivant cette fonction de répartition. Donc ça a été vu ici et ici. Ensuite, nous avons défini donc, ce qui nous intéresse dans ce chapitre, les statistiques d'ordre associées à x1 et xn, qui consistent simplement à, euh, à réordonner simplement x1 jusqu'à xn en les notant sous la forme x indice in, où i est la ième statistique d'ordre. Donc comme on les a réordonnés de façon croissante, x1n correspond au minimum et xnn correspond au maximum. C'est-à-dire que pour passer de x1n, x1 jusqu'à xn à x1n jusqu'à xnn, on a utilisé une permutation qui est en fait une permutation aléatoire puisqu'elle dépend directement des xi. Voilà. Une fois cette définition donnée, on a regardé aussi un certain nombre de propriétés qui sont associées à la fonction de répartition. On sait que la fonction de répartition, c'est une fonction qui est croissante, qui tend vers 1 en plus l'infini, vers 0 en moins l'infini, avec possibilité, suivant les cas, que la borne 0 ou la borne 1 soit atteinte ou non atteinte en un temps fini. Et ces fonctions croissantes ne sont pas toujours continues, il peut y avoir des sauts, ne sont pas toujours strictement croissantes. Ce sont des fonctions qui peuvent aussi avoir comme un palier, c'est-à-dire rester constantes sur certains intervalles avant de reprendre la croissance par la suite. Et du coup, ces fonctions n'ont pas toujours un inverse, au sens de fonction réciproque, qui est bien défini. Donc du coup, on a quand même la possibilité de définir ce qu'on appelle l'inverse généralisé de la fonction de répartition, qui est donnée par effectivement cette formule-là, qui est l'infimum sur y appartenant à R, tel que f de y est supérieur ou égal à x. Donc, la propriété essentielle là-dessus étant le lemme 1.5, qui aura des conséquences pratiques, qui sont les suivantes, c'est-à-dire que en fait, le lemme 1.5 nous dit que si vous avez une variable qui est simulée de façon uniforme sur 0,1, et si vous arrivez à appliquer f-1, donc l'inverse généralisé de la fonction de répartition grand F, donc f-1 de u, et bien vous obtenez donc une variable aléatoire f-1 de u qui aura pour fonction de répartition grand F et donc qui sera de même loi que notre variable de départ qui était x. Bien, ça c'est une propriété intéressante dans la pratique parce que il s'agira simplement de simuler, en termes de simulation, il s'agira de simuler simplement une uniforme et d'appliquer ensuite une fonction déterministe. Dans la pratique, ça marche pour certaines fonctions de répartition. Quelles fonctions de répartition? Celles pour lesquelles on est capable de déterminer de façon explicite l'inverse de la fonction de répartition. Donc d'un point de vue pratique, pour vous, dans les exercices que vous devez savoir faire à partir de ce qu'on a vu dans le cours 1, c'est à la fois à partir par exemple d'une densité, à la fois calculer sa fonction de répartition, donc il s'agit de calculer une intégrale simplement, pouvoir inverser aussi cette intégrale, c'est-à-dire trouver la fonction réciproque. Donc ça doit être faisable si l'intégrale que vous avez obtenue pour obtenir la fonction de répartition n'est pas trop compliquée. Et puis obtenir la fonction de répartition du coup, non seulement pour votre variable x, mais aussi pour la variable qui est soit le maximum, soit le minimum.
Donc on a pas mal de variantes possibles par rapport à ça. Mais donc voilà, vous voyez déjà sur les 2-3 premières pages de ce cours quel type d'exercice peut vous être demandé. Bien, on a fini le rappel, on va s'attaquer vraiment aux choses sérieuses de ce cours 2. Et la première chose sérieuse, on va dire, c'est le lemme 1.6. Le lemme 1.6 nous dit une chose, nous dit que si vous avez des UI qui sont IID et suivant une loi uniforme, donc de nouveau vous simulez des variables aléatoires qui sont simplement uniformes, et si vous avez une expression explicite de l'inverse de la fonction de répartition, eh bien vous êtes capable de simuler votre statistique d'ordre entièrement, c'est-à-dire pas seulement le maximum ou le minimum, mais carrément toute la statistique d'ordre. D'accord? Et ça, c'est l'expression qui est donnée ici, à la fin du lemme 1.6. Juste une petite pause mathématique. Donc, pour démontrer ça, je vous donne simplement des outils, je ne donne pas tous les détails. Eh bien, on va avoir la chose suivante. Il n'est pas difficile de se convaincre que f-1 de U1, on avait dit que ça avait la même loi que X1. Si on prend des UI qui sont IID, donc f-1 de U1 jusqu'à f-1 de UN, a la même loi, donc ça s'écrit avec les notations qu'on a indiquées en début de ce polycopier, égal avec un L au-dessus, à X1 jusqu'à Xn. Après, mettons que X1 et Xn, vous les ayez réordonnés pour obtenir votre statistique d'ordre. Donc, ce qu'on met en entrée, c'est X1, Xn, et ce qu'on met en sortie, c'est X1n jusqu'à Xnn. Donc, je dis entrée et sortie parce que la fonction qui va vous permettre de passer du premier n-uplet au deuxième est une fonction que je note h, qui est purement déterministe, et qui utilise simplement l'entrée et qui renvoie la sortie de façon purement déterministe. Si maintenant vous prenez la même fonction h avec votre variable, donc là je l'ai écrite un peu trop à droite, avec votre variable qui est ici, eh bien vous obtenez un échantillon préordonné, et simplement par croissance de la fonction f-1, vous obtenez au final f-1 de u1n jusqu'à f-1 de unn. Donc, si on regarde ce qu'on a fait, hein, maintenant, je vais changer un petit peu de couleur. Donc, si on regarde ce qu'on a fait, on a utilisé à gauche et à droite la même fonction déterministe grand H. Et puisqu'on était parti de deux n-uplets qui étaient de même loi, eh bien, H du premier n-uplet aura la même loi que H du deuxième n-uplet. Donc voilà, tout ça justifie vraiment le lemme 1.6. Et donc, on va pouvoir passer, pour le coup, à la suite de ce cours, au résultat qui va suivre, c'est-à-dire le lemme 1.7, qui va nous dire simplement que lorsque on a une fonction de répartition qui est continue et croissante, eh bien, on peut montrer que presque sûrement, nos x1n, notre statistique d'ordre, est ordonnée de façon stricte, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cas d'égalité. Ce n'est pas quelque chose qui n'arrive jamais, mais c'est quelque chose qui peut arriver avec une probabilité nulle, et donc on a l'inégalité stricte presque sûre. Donc vous pouvez regarder la preuve, elle n'est pas très compliquée, mais voilà. Donc. Alors ce qu'on va regarder ensemble, et on va même regarder ensemble la preuve, c'est le théorème 1.8, qui va nous assurer que lorsque les xi sont des variables iid avec une fonction de répartition qui est grand F, eh bien on peut avoir la loi de à la fois la permutation qui permet de réordonner l'échantillon, mais aussi la loi du n-uplet de la statistique d'ordre. Donc on a à la fois la loi de sigma n, qui est donnée ici, et la loi de x1n jusqu'à xnn, qui est donnée ici. Et en plus, on sait que ces deux quantités sont indépendantes. Donc voilà. C'est un résultat fondamental qui est
très intéressant et qui va nous permettre en fait d'avoir beaucoup d'informations. Alors, comment ça se démontre? On veut la loi à la fois de la variable sigma n et du n-uplet de la statistique d'ordre. Donc comme sigma n est une variable à valeur dans l'ensemble des permutations, qui est notée Sn, c'est une variable aléatoire à valeur dans un alphabet fini, donc on va regarder la probabilité pour que cette variable aléatoire soit égale à un sigma donné, où sigma est fixe. Déterministe, c'est fixe, c'est un élément quelconque de l'ensemble des permutations. Et puis x1n, xnn, par contre, c'est à valeur dans, a priori, r puissance n. Donc on va regarder la probabilité pour que ce n-uplet appartienne à un ensemble A, où A est un élément de l'ensemble des boréliens sur r puissance n. Donc on écrit ce que ça veut dire explicitement. Si la permutation qui a été choisie, c'est sigma, eh bien, ça veut dire tout simplement qu'on a l'indicatrice que x sigma 1, x sigma n, x sigma 1 est strictement inférieur à x sigma 2, etc., jusqu'à x sigma n. Et puis, cette indicatrice-là, en fait, est liée au fait qu'on a pris notre statistique d'ordre et on a regardé l'événement que la statistique d'ordre appartienne à A. Bien. Maintenant, on utilise une chose pour la troisième ligne, qui est le fait que la loi de x1, xn, c'est la loi aussi, donc c'est expliqué ici, lorsqu'on se donne une permutation sigma fixe au préalable, eh bien la loi du n-uplet x1, xn, c'est pareil que la loi du n-uplet x sigma 1 jusqu'à x sigma n. Or, ici, on avait dans la deuxième ligne l'espérance d'une certaine fonction de x sigma 1, x sigma n. Donc, du coup, comme cette loi, ce n-uplet est pareil que la loi de ce n-uplet, eh bien, l'espérance de cette fonction en x sigma 1, x sigma n est pareil que l'espérance de la même fonction où on a remplacé x sigma 1, x sigma n par x1, xn. Donc, on a ça. Et ça s'écrit complètement explicitement, puisque cette fois-ci, on a simplement l'espérance d'une certaine fonction de x1, xn, dont on connaît parfaitement la loi, qui est un produit de loi, en fait, puisqu'on a des variables qui sont i, donc on a un produit de densité fx1 jusqu'à fxn, et puis quelle fonction? On a pris l'indicatrice à la fois du fait que les uns sont ordonnés par rapport aux autres, et puis l'indicatrice sur grand A. Donc là, on est content, on a exprimé entièrement la loi jointe. Donc à partir de l'expression de la loi jointe, on va pouvoir en déduire par marginalisation l'expression des lois marginales. Donc d'un côté, c'est ça, vous verrez simplement ici, ça vient du fait qu'on est pris pour A, R puissance n, d'accord? Et puis on se rend compte, du coup, quand on prend pour A, R puissance n, on a marginalisé, on se rend compte qu'on obtient à droite une expression qui ne dépend pas de sigma. Donc on a une expression qui ne dépend pas de sigma, ça veut dire qu'elle est la même, quel que soit sigma, et donc la probabilité pour que votre permutation aléatoire vaille un certain sigma, c'est une probabilité qui est une loi uniforme sur un alphabet fini, et l'alphabet étant de cardinal factoriel n, cette probabilité devient 1 sur factoriel n. De même, on va essayer de marginaliser par rapport à la deuxième variable, c'est-à-dire qu'on va en fait prendre l'identité qui est ici, le 1.1, sommer sur les valeurs possibles de sigma, et auquel cas, on va sommer finalement une quantité qui est celle-ci, et qui est toujours la même quel que soit sigma. Puisque la quantité ici, finalement, à droite, ne dépend pas de sigma, eh bien, quand vous le sommez sur les valeurs possibles de sigma, on récupère simplement le cardinal des valeurs possibles de sigma, qui est factoriel n fois ça. Donc maintenant, on a gagné, on a à la fois la marginale sur sigma et la marginale sur le n-uplet. Et donc, pour vérifier l'indépendance, il faut juste vérifier qu'on a effectivement le produit, et ça c'est fait ici, que la probabilité jointe de sigma n est égale à sigma et du n-uplet appartient à A, c'est pareil que la probabilité de sigma n est égale à sigma fois la probabilité pour que le n-uplet appartienne à A. Donc tout est gagné, on a
tout le résultat du théorème et c'est fait de façon très simple. En tout cas, les principes de base de ce théorème sont très simples. Les preuves de ce théorème sont très simples. Alors, ce qui n'est pas du tout évident comme résultat, c'est que finalement, le théorème nous a dit que cette quantité-là, sigma n, la variable aléatoire qui est quoi? Qui est une permutation aléatoire. On a vu que cette permutation aléatoire dépendait effectivement des xi. Et puis on a vu aussi autre chose, on a construit à partir des xi autre chose qui est très liée aux xi qui sont la statistique d'ordre. Et bien ces deux choses-là, notre sigma n et notre n-uplet statistique d'ordre, sont indépendantes. Tous deux sont très dépendantes de x1 et xn, et pourtant quand on les regarde l'un par rapport à l'autre, ce sont des variables aléatoires qui sont indépendantes. Donc à partir de là, on a un lemme, donc si vous voulez, qui est simplement de montrer, puisqu'on a maintenant accès à la loi jointe de toute notre statistique d'ordre, on peut aussi s'intéresser à la loi marginale de notre statistique d'ordre, donc prendre un cas bien précis entre 1 et n. Donc on a pris ici un cas dans l'ensemble fini 1, 2, 3 jusqu'à n, et s'intéresser à la fonction de répartition de xkn et voir si on peut avoir une expression explicite. Donc ça, on regardera ensemble la preuve, hein, donc c'est quelque chose qui se fait bien de nouveau, mais il faut voir que ici on a obtenu un résultat qui complète ce qu'on a vu dans le premier lemme du cours. Dans le premier lemme du cours, on avait regardé la fonction de répartition du maximum et du minimum. Ça correspond en fait à deux cas particuliers de notre statistique d'ordre, mais on peut aussi obtenir donc la fonction de répartition de n'importe quel xkn et pas nécessairement x1n ou xnn. Donc voilà. Pour cette première partie du cours 2, on est OK. Simplement, pour la deuxième partie de ce cours 2, on va s'intéresser simplement à la consistance. Qu'est-ce que c'est la consistance? En fait, c'est le comportement asymptotique de notre statistique d'ordre lorsque l'échantillon tend vers l'infini. Or, la statistique d'ordre comporte deux indices, k et n, donc il va falloir regarder en fait n qui va tendre vers l'infini et k qui va dépendre de n d'une certaine façon. Donc si on regarde simplement la définition de xkn, donc allons-y, si on regarde la définition de xkn, on a la petite chose suivante. xkn, c'est le kème élément de la statistique d'ordre, donc si on regarde le nombre de x d'indices qui sont inférieurs à xkn, il y en a k. Il y a k indices j qui sont inférieurs à xkn. D'accord? Parce que c'est la kème statistique d'ordre. Donc du coup, le nombre qui est ici, là, donné par le nombre de i pour lequel xi est inférieur à xkn, il y en a exactement k. Donc on a une écriture qui est celle-ci. Et puis on se... Pour voir un petit peu hein, où est-ce qu'on va, qu'est-ce que ça veut dire la consistance pour nous, on se dit la chose suivante. Mettons que k dépende de n, et qu'on ait kn sur n qui tend vers un certain p appartenant à 0,1. D'accord? On espère que le terme du dessus, parce que le terme du dessus ressemble à quoi? Donc imaginez que ça va se stabiliser et qu'on peut presque le remplacer par un certain p. Donc si on met un p ici. Du coup, au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a simplement le nombre de xi qui sont inférieurs ou égal à p, donc c'est une somme de 1 à n de l'indicatrice de xi inférieur ou égal à p. Donc en fait, c'est quelque chose qui pourrait s'écrire un petit peu comme quelque chose que vous connaissez, qui apparaît quand on parle de loi des grands nombres, c'est-à-dire c'est une somme de i est égal à 1 jusqu'à n, de variables aléatoires qui sont indépendantes et identiquement distribuées, et comme c'est des variables qui sont des indicatrices, ça vaut 0 ou 1, donc c'est d'espérance finie. Et donc on peut utiliser une loi des grands nombres et montrer que ça tend vers la probabilité pour que xi soit inférieur à p,
à xp, pardon, tout à l'heure j'ai dit p, mais c'est xp, d'accord? Et donc, du coup, ça tend vers quoi? C'est quoi cette probabilité pour que xi soit inférieur à xp? C'est tout simplement fx de xp, d'accord? Donc, fx de xp serait égal à la limite de kn sur n, qui est exactement p, d'accord? Donc du coup, on a quelque chose qui intuitivement marcherait comme ça, mais c'est juste intuitif pour le moment, parce qu'on n'a pas le droit de remplacer notre xkn, qui est ici, par xp, et faire comme si xp était vraiment indépendant des xi. On a xi est inférieur à xkn, c'est une variable aléatoire est inférieure à une autre variable aléatoire xkn, et voilà, on ne peut pas travailler en considérant que l'une de ces variables est constante. Donc il faut une vraie preuve. Pour la vraie preuve, c'est la proposition 1.10 qui va agir ici. Et donc regardons d'abord cette proposition et ensuite nous allons basculer dans la preuve. Donc on a une hypothèse que f, notre fonction de répartition, est continue. Et on va avoir l'hypothèse aussi qu'il y a une unique solution à f de x est égal à p, c'est-à-dire que f n'a pas un palier, n'est pas plat sur la ligne de niveau p. D'accord? Que f est une fonction croissante qui est strictement croissante au voisinage de l'équation f de x est égal à p. Voilà, et puis on va supposer simplement que kn sur n, ça tend vers p, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, la conclusion, c'est effectivement que xn, donc on l'a vu tout à l'heure, pourquoi on croyait ça, que x, kn, n, converge presque sûrement vers xp, qui est donc l'unique solution de cette équation-là. Alors comment on va faire? On a vu que apparaissait aussi ce genre de choses. On a vu il y avait ce type de choses qui apparaissaient, et on a envie de faire ça, on a envie de lier un petit peu notre statistique d'ordre avec quelque chose qui ressemble à une somme d'indicatrices de xi plus petite que x. Donc le premier résultat qui va vraiment nous aider, c'est le suivant, c'est très simple. Cette quantité qui va apparaître, apparaît naturellement dans la fonction de répartition de notre statistique d'ordre. Donc l'événement xkn est inférieur ou égal à petit x. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je regarde cette chose-là, si je définis Sn de x comme une somme de 1 à n d'indicatrices de xi plus petit que x, eh bien, combien de fois cette indicatrice vaut 1? Eh bien, ça vaut au moins k fois. C'est-à-dire qu'il y a au moins k indices pour lesquels c'est réalisé. Tout simplement, par définition de notre statistique d'ordre, xkn, eh bien, ça veut dire que x1n est plus petit que x2n, etc., jusqu'à plus petit que xkn. Donc on a au moins k indices qui sont en dessous de x. Et on en a exactement... donc en fait, on a exactement l'égalité entre l'équivalence entre xkn est plus petit que x et le nombre d'indices est plus grand que k. Puisque si effectivement le nombre d'indices est plus grand que k, ça veut dire que le kème élément de notre statistique d'ordre va dépasser petit x. Donc on a quelque chose qui est complètement équivalent, qui est complètement égal. Et du coup, quand je passe au complémentaire, on a aussi l'inégalité stricte inférieure strictement à k. C'est pareil que l'événement où xkn est strictement supérieur à x. Du coup, là, je vais simplement utiliser des quantificateurs. Il existe un n0, quel que soit n supérieur à n0. Je reprends les mêmes quantificateurs et je remplace simplement quelque chose qui dépend de notre statistique d'ordre avec quelque chose qui est plus agréable, quelque chose qui est plus courant dans ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire quelque chose qui dépend d'une somme de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées.
Après, on passe à Sn divisé par Kn. Donc Sn de x, on sait ce qui lui arrive lorsqu'on considère Sn de x divisé par n. Ça, c'est la loi des grands nombres. Donc du coup, on fait intervenir n en introduisant ce terme en haut et en bas. Et pour le coup, on a d'un côté notre Kn sur n qui va tendre vers P, donc on le retrouve ici. Et de l'autre côté, la loi des grands nombres qui va nous faire tendre Sn sur n vers l'espérance de notre fonction, qui est l'indicatrice de x1 inférieur ou égal à petit x. Et pour le coup, P, c'est exactement égal à cette quantité-là, fx de xp. Et puis, au-dessus, l'espérance de l'indicatrice de x1 est inférieure ou égal à petit x. On a que c'est égal à la fonction de répartition pris au point petit x. Donc on a un rapport de notre fonction de répartition pris en x divisé par la fonction de répartition pris en xp. Donc deux cas vont se présenter. On va considérer un premier cas où x est plus grand que xp. Et comme fx est strictement croissant au point xp, c'est-à-dire que on va avoir fx de x, c'est une fonction qui est croissante et puis qui n'a pas de palier en xp. Donc si x est plus grand que xp, ça veut dire que f de x est strictement plus grand que f de xp. Donc du coup, si vous regardez cette probabilité-là, c'est pareil que cette probabilité-là. Et comme vous avez la propriété que ça, d'accord, ce rapport de deux probabilités, de deux quantités f de x divisé par f de xp, quand on est dans cette situation-là, c'est quelque chose qui est supérieur à 1. Donc vous savez que du coup, cette limite-là, c'est une limite qui est strictement supérieure à 1. Donc au bout d'un moment, Sn sur n va être supérieur ou égal à 1. Puisque ça converge vers une limite qui est strictement supérieure à 1, il existe un rang au bout duquel il va aller au-delà de 1. Donc dire que Sn sur Kn est supérieur ou égal à 1, ça veut dire aussi que Sn est supérieur ou égal à Kn. C'est complètement équivalent. Donc cette probabilité-là, en fait, est une probabilité qui vaut 1. Et de la même façon, en faisant un raisonnement qui est complètement similaire, on peut montrer que on a la chose un petit peu inversée, c'est-à-dire si x est inférieur strictement à xp, alors cette probabilité-là, en fait, on peut la calculer, elle vaut exactement 1. D'accord? Donc, quand on récapitule ce qu'on a obtenu sur xkn, on a que, avec probabilité 1, pour tout n0, il existe un rang au bout duquel xkn n est inférieur ou égal à x, quel que soit le x que j'ai pris au-dessus de xp, et quel que soit le x que j'ai pris en dessous de xp, eh bien, il va être supérieur à ce x pour n suffisamment grand avec probabilité 1. Donc ça va nous donner explicitement que notre statistique d'ordre converge bien vers xp. Bon, ça c'est les statistiques d'ordre lorsque kn sur n tend vers p. Et lorsque p, en fait, si on regarde bien l'hypothèse, il y a une hypothèse sur laquelle je n'ai pas insisté, mais sur laquelle j'insiste maintenant. P doit être dans 0, 1, et en anglais on voit cette parenthèse-là, 0, 1, qui veut dire en français, en fait, P appartient à 0, 1 exclu. Donc on a le lemme suivant qu'on va voir un petit peu ensemble en cours, en présentiel, qui est de dire que qu'est-ce qui se passe lorsque on a finalement kn sur n qui tend vers les valeurs extrêmes, c'est-à-dire p est égal à 1 ou p est égal à 0. Donc on va avoir xkn sur n qui va tendre cette fois-ci vers cette quantité-là, lorsque l'ensemble n'est pas vide. Et lorsque l'ensemble est vide, lorsque fx, on avait dit que la fonction de répartition tendait vers 1 plus l'infini, soit en l'atteignant, soit en l'atteignant à l'infini.
Quand ça atteint à l'infini, c'est celui-là qui apparaît. Lorsque ça l'atteint en un temps fini, ben, ça va être le premier moment où c'est atteint. Eh bien, on va avoir la convergence de x k n vers ce premier moment-là. D'accord? Donc ça, c'est pour considérer le cas kn sur n tend vers 1. Et puis, notre résultat de consistance pour kn sur n tend vers 0, eh bien, ça va être pareil. On va avoir xkn sur n qui va tendre soit vers moins l'infini lorsque cet ensemble-là est vide, et si c'est pas vide, eh bien, ça va tendre vers le sup pour lequel notre fonction de répartition est égale à 0. Voilà, nous en avons fini pour le cours d'aujourd'hui. On a tout vu sur la loi des statistiques d'ordre et sur la consistance des statistiques d'ordre avec deux cadres particuliers, soit Kn sur n tend vers 0, 1, ouvert en 0 et ouvert en 1, soit Kn sur n converge vers les valeurs qui sont les bornes de 0, 1, soit en 0, soit en 1, et on a aussi des résultats de convergence qui sont donnés dans cette dernière proposition. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt.